L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Mia Amor Motley, Première ministre, ministre de la Sécurité nationale et de la fonction publique, ministre des Finances, des Affaires économiques et des investissements de la Barbade. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, nous avons besoin d'une réinitialisation. Nous devons réinitialiser notre système. Monsieur le Président, en votre absence, je tiens néanmoins à vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence de l'Assemblée générale. Nous pouvons attendre quelques instants. Comme je le disais, Monsieur le Président, nous avons besoin d'une réinitialisation. Ceux d'entre nous ici aujourd'hui qui représentent nos frères et nos sœurs du monde entier ont enduré 4 années de crises multiples. En tant qu'enfants de notre terre nourricière, nous continuons d'être aux prises avec la crise climatique. En tant que famille humaine, nous sommes aux prises avec les conséquences de la pandémie. En tant que peuple connecté grâce au numérique, nous sommes aujourd'hui, malheureusement, confrontés à de multiples théâtres de guerre, des scènes d'horreur, de famine découlant de ces guerres, des conflits armés au lieu du développement. Les citoyens de chaque pays peinent à faire face au coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, ont bien du mal à faire face aux conséquences que cela signifie pour leur vie, leur famille, jour après jour. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à présent tous menacés par une deuxième pandémie, la pandémie silencieuse de la résistance aux antimicrobiens, avec une incidence croissante des décès et du handicap liés aux maladies non transmissibles chroniques. Nous ne pouvons pas nous permettre les destructions d'une guerre. S'il y a un moment où marquer une pause et réinitialiser était nécessaire, c'est bien maintenant. Ensemble, en tant que communauté internationale et à titre individuel, en tant que dirigeants de chacun de nos pays, nous devons offrir de nouveaux débouchés et apporter des solutions à cette crise qui freine la croissance économique, limite le niveau d'ambition de nos peuples et nous font perdre de vue la beauté et la bonté que le monde devrait offrir. Parce qu'il possède cette beauté, cette bonté, cette réinitialisation que je demande et qu'exigent tous nos citoyens, doit permettre de mettre un terme à toutes les formes de discrimination. Les règles, les institutions aujourd'hui ont tendance à créer des citoyens de première classe, de deuxième classe, comme nous ne cessons de le dire ici, année après année, en fonction de votre pays d'origine. Cette discrimination compromet la confiance, la crédibilité, l'espoir, alimente une crise de la confiance dans l'existence même de l'ordre international qui doit être inclusif et réactif pour tout un chacun. Plus que toute autre plainte formulée depuis cette tribune, on a entendu parler de disparité, d'incapacité à assurer un traitement équitable et juste pour chacun, chacune, lequel aboutirait à la confiance dont nous avons besoin pour régler les problèmes de notre temps qui dépassent les problèmes causés par l'homme, les structures néocolonialistes qui perpétuent et sont le reflet d'un ordre mondial ancien caractérisé par le racisme, la discrimination fondée sur la classe, la misogynie, tout en ignorant les aspirations légitimes de milliards d'individus, ne contribueront pas à encourager cette confiance dont nous avons besoin pour lutter contre ces crises multiples. Nous devons faire en sorte que les institutions mondiales donnent aux pays en développement, en particulier les petits pays vulnérables tels que le mien, un siège, ou aux pays à revenus intermédiaires vulnérables, un siège à la table des discussions pour que nous puissions être vus, entendus, que nous soyons des agents actifs, que l'on puisse défendre nos causes et mener nos paradigmes de développement. Chers amis,
l'on nous rappelle que 2024 est la dernière année de la décennie des Nations Unies pour les populations d'ascendance africaine. D'importants progrès ont été réalisés, mais la reconnaissance, la justice, le développement des peuples d'ascendance africaine promis dans le cadre de cette décennie n'ont pas encore été pleinement réalisés, et je mâche mes mots. Et c'est pour cette raison que la Barbade et la communauté de la Caraïbe se joint aux voix toujours plus nombreuses dans notre pays et ailleurs en faveur de la proclamation immédiate d'une deuxième décennie pour parachever le travail restant à accomplir et régler la question des réparations liées au colonialisme et à l'esclavage. Si je suis ici, c'est parce que cette conversation, nous en avons besoin, bien qu'elle soit complexe. La communauté de la Caraïbe est déterminée à l'organiser. Le règlement de cette question, et que les choses soient claires, réside dans une approche multigénérationnelle. Tout comme les 20 millions de dettes de livres sterling contractées par le gouvernement britannique n'ont été remboursées qu'au XXe siècle, près de 200 ans plus tard, cette idée que l'on ne peut pas se permettre de payer n'entre pas en ligne de compte. La solution pour régler le problème doit couvrir de multiples générations et passer par le développement. Monsieur le Président, nous devons, par nécessité, faire en sorte que cette réinitialisation se caractérise par une réforme institutionnelle, à commencer par les Nations Unies et ses conseils. Certains de ces conseils suggèrent que nous avons des membres de plein droit, d'autres membres à moitié, des membres à temps partiel, voire des membres occasionnels. Tout ceci n'a plus sa place au XXIe siècle. La colère, la défiance de nos citoyens vis-à-vis des institutions, des dirigeants, du multilatéralisme et des processus qui les excluent, alors qu'ils sont riches en paroles mais pauvres en action, sont réels. La réforme et donc la confiance, l'espoir ne sont nulle part plus importants que dans l'architecture financière mondiale. L'accès limité au capital, son coût disproportionnellement élevé nous empêche de faire ce que nous devons faire. Sa taille inadéquate, le poids écrasant de la dette nous sont bien souvent imposés par des circonstances qui échappent à notre contrôle. Tout ceci se conjugue aujourd'hui pour contraindre les gouvernements des pays les plus pauvres du monde, et soyons francs, de nombreux pays à revenus intermédiaires vulnérables, à consacrer davantage de ressources au service de la dette qu'à la santé, l'éducation, voire aux infrastructures. Un nombre bien trop grand de membres de la famille humaine ont pour lit le sol et pour oreiller une pierre. De trop nombreuses personnes se couchent le soir le ventre vide. De bien trop nombreuses personnes n'ont même pas de lit où se coucher. Par conséquent, cette réinitialisation doit nous amener à un nouveau programme commun qui soit le reflet de notre humanité partagée et la renforce. C'est cette humanité partagée qui nous rassemble. Monsieur le Président, vous le savez mieux que quiconque, nos frères et sœurs d'Afrique ont tout compris avec le principe de l'Ubuntu. J'ai évoqué ce principe ici même à l'Assemblée générale pour que l'on n'oublie pas sa simplicité vers laquelle nous devrions tendre. Si je suis, c'est parce que tu es. Si je suis, c'est parce que nous sommes. Mon bien-être est lié au vôtre. Notre bien-être collectif est lié à notre terre nourricière. On ne pourrait pas mieux décrire l'approche dont nous avons besoin pour formuler cette réinitialisation dont nous avons absolument besoin. Nous le reconnaissons, des lueurs d'espoir existent. À titre d'exemple, lundi, nous avons adopté un pacte pour l'avenir. Or, des guerres persistent. Nous sommes convenus d'un pacte numérique mondial. Or, des pandémies font rage, silencieuses et autres. Tout ceci, mes amis, part de notre programme commun que nous a proposé le secrétaire général par le passé. Hier, dans le cadre de la réunion de haut niveau, nous nous sommes mis d'accord sur une déclaration politique sur la résistance aux antimicrobiens. De beaux mots, mais c'est là où nous devons agir.
parce que nous tous et toutes dans cette salle connaissons des personnes qui ont perdu la vie du fait d'infections pour lesquelles les antibiotiques ne fonctionnaient plus. En l'espace de 48 heures, une vie peut être éliminée de la surface de la Terre, un peu comme dans le cadre d'une guerre. Chers amis, après l'initiative de Bridgetown et le pacte de Paris pour les peuples et la planète, nombre d'efforts sont déployés tous azimuts. Et nous sommes conscients qu'il existe un espoir. J'en veux pour preuve les prémices d'une réforme que nous voyons apparaître. Il s'agit d'autant de mesures importantes, mais nous ne pouvons pas perdre de vue notre objectif final. La Barbade a demandé une réinitialisation en profondeur. Cela passe par un changement d'attitude, de comportement, ainsi que par des actes et des réformes. Les chefs de gouvernement sont d'accord pour dire que nous devons lancer des programmes de développement nationaux porteurs de transformation à plus grande échelle et plus rapidement. Nous avons à agir pour remédier à l'augmentation des températures. Nous savons que nous devons limiter les températures à 1,5 degré d'augmentation, sinon notre vie est menacée. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Or, si nous n'agissons pas en ayant clairement à l'esprit notre objectif, si la volonté politique retarde les progrès sur le front de la réforme attendue de longue date au sein des institutions financières internationales, simplement parce que les chefs de gouvernement ne parlent pas avec les ministres des Finances lorsqu'ils arrivent à Washington ou avec leur directeur, nous devons agir, chers amis, et pour cela, nous devons nous engager à relever tous les défis des États membres sur un pied d'égalité si nous voulons que ne se perpétuent pas les pratiques discriminatoires qui sapent ces possibilités dont nous avons besoin d'agir. Priver les pays d'accès aux prêts à conditions préférentielles est injuste. Ils en ont besoin pour sauver des vies. C'est la raison pour laquelle nous devons garder l'objectif à l'esprit. C'est la raison, chers amis, pour laquelle nous avons hier lancé la 3e itération de l'initiative de Bridgetown, qui identifie 3 grands principes très simples. Premièrement, nous devons modifier les règles du système financier international, réformer sa gouvernance et ses instruments. Deuxièmement, nous devons protéger les économies vulnérables en remédiant aux problèmes de la dette et de la liquidité de manière globale axée sur le développement. Si nous devons accorder aux pays des liquidités un peu comme un shot d'adrénaline pour éviter de plonger dans l'endettement, eh bien faisons-le. Troisièmement, nous devons aussi augmenter les financements en dopant la capacité des pays d'investir dans la résilience de plusieurs manières, y compris, comme cela a déjà été annoncé, en réaffectant les droits de tirage spéciaux au travers de nos partenaires multilatéraux au développement. Or, cela ne sera réellement efficace que si l'on émet de nouveau des TS dans un avenir proche. En effet, nous devons aussi relever le défi, et pour moi il s'agit là de la mission fondamentale pour notre génération, le défi des biens publics communs. Pour pouvoir préserver notre sûreté, notre stabilité en tant que communauté mondiale, il va nous falloir voir comment les obtenir et les financer. Et je ne parle pas simplement ici de la crise climatique ou de la perte de biodiversité. Je songe aussi aux autres nombreux défis capables de réellement déstabiliser des pays, des régions tout entières. Monsieur le Président, ces réflexions sont fondamentales pour assurer l'existence des générations futures. Le programme en faveur des PID est un autre exemple de promesses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été tenues. Il y a 30 ans, la communauté internationale se réunissait dans mon pays pour agir pour la première fois face aux difficultés uniques auxquelles se heurtent les petits États insulaires en développement. Dans mon pays, nous avons donné naissance au premier programme mondial en faveur des petits États insulaires en développement, qui devait prendre le nom du programme d'action de la Barbade. Je remercie Maurice pour sa stratégie de mise en œuvre et Samoa pour ses orientations. Ces pays ont été porte-étendards du programme de développement pour les petits États insulaires en développement. Et par la suite, face aux multiples crises mondiales, santé, climat, financement, les vulnérabilités des PEID n'ont fait que s'exacerber. En mai de cette année, nous nous sommes réunis à Antigua et Barbuda dans le cadre de la 4e conférence internationale sur les PEID.
Et je demande à la communauté internationale et au système multilatéral de nous laisser agir ensemble pour faire en sorte que les promesses faites à Bridgetown en 1994 soient réalisées, concrétisées au travers du programme d'Antigua et Barbuda pour les PID 2024. J'aimerais aussi saisir l'occasion qui m'est offerte de vous dire que il y a 2 jours, la Barbade a assumé la présidence du Forum de la vulnérabilité climatique qui rassemble 20 pays du monde depuis le Ghana, dont le président mérite d'être remercié pour le brio avec lequel il dirige le groupe depuis 2 ans et pour le renforcement de ses capacités institutionnelles. Les priorités, dans le cadre de mon mandat à la tête de ce forum, seront les multiples dimensions de la crise climatique. Nous devrons y faire face, tout comme nous devrons faire face aux conséquences sur la santé humaine et la question de la dette et du climat, bien entendu, parce que si nous ne réglons pas ces problèmes, nous ne pourrons pas agir comme il se doit pour remédier à la crise climatique. J'invite tous les États membres des Nations Unies qui ne l'auraient pas encore fait à rejoindre cette initiative V20, les pays qui sont vulnérables face au climat. Rejoignez notre groupe car ce n'est qu'en faisant entendre haut et fort nos voix, en lançant un message cohérent, en étant solidaires, que nous pourrons opérer ces réformes dont nous avons besoin, dans les proportions dont nous avons besoin pour sauver des vies. Nous avons adopté la déclaration des leaders du Forum de la vulnérabilité climatique, adoptée mercredi de cette semaine. Je le mentionne. Monsieur le Président, avant tout et surtout, nous avons besoin d'une réinitialisation à l'échelle mondiale par rapport à la paix. Nous avons besoin de paix à l'échelle mondiale. Ceux d'entre nous qui sont assez âgés sauront qu'il y a des hauts et des bas en temps de conflit. Et le monde a plus jamais que besoin des Nations Unies pour réaliser les objectifs de la Charte dans le domaine de la paix et de la sécurité, et dans ce domaine plus que dans tout autre. Le silence dans lequel est plongé le Soudan est inacceptable. Il tire peut-être ses origines dans le racisme qui persiste de par le monde. Les actions posées au Myanmar ne peuvent se poursuivre. L'Ukraine a exigé beaucoup de la communauté mondiale, du système financier mondial, plus que nous ne pouvons l'accepter alors que le monde doit utiliser ses ressources et ses efforts pour lutter contre la pire crise de l'humanité. La propagation de la guerre, de Gaza à la Cisjordanie, aujourd'hui au Liban, en Israël. Tout cela n'est que la partie émergée d'un iceberg de mort, de violence et d'instabilité, et prive la communauté mondiale de son oxygène, de ses ressources, alors même que nous en avons plus que jamais besoin. Nous le savons toutes et tous. En tant qu'étudiants de l'histoire, même les guerres les plus longues prennent fin un jour. Ces guerres, oui, elles prendront fin aussi. La question est de savoir quand et à quel prix. Moyennant combien de pertes en vies humaines? Combien d'enfants n'auront pas eu la possibilité de vivre ou vivront avec à l'esprit un souvenir de guerre qui ne fera affecter que leur vie pour 60 ou 70 années à venir? Ce sont les innocents qui paient le plus lourd tribut, avec la seule chose qu'ils possèdent, leur vie. À moins de nous attaquer aux causes profondes de ces guerres, les unes après les autres, à moins de nous attaquer à leur financement, eh bien, nous ne connaîtrons que la guerre et les rumeurs de guerre ici. L'entrée de ces scènes d'horreur en temps réel, dans les chambres de vos maisons, dans vos salons, entraînera 2 réactions extrêmes qui ne sont pas acceptables en cette 3e décennie du XXIe siècle. Soit
les populations ordinaires se retrouveront désensibilisées face aux pertes en vies humaines, notamment de femmes et d'enfants innocents, ou alors elle suscitera la colère, un souhait de vengeance inutile. Nous avons besoin de paix. Il ne devrait pas être aussi compliqué que cela pour nous d'œuvrer pour la paix. La Bible même nous le dit dans l'Ancien Testament. Ce qui a guidé bien les populations de par le monde lorsque l'on passe aussi au Nouveau Testament, ce sont les Romains qui nous disent la vengeance n'a pas sa place. Et même si l'on parle parfois de vengeance, on ne peut pas utiliser la Bible lorsqu'elle nous convient et la rejeter lorsqu'elle ne nous convient pas. Au cœur de ce maelstrom, nous avons été clairs. Mon pays a pris cette année la décision de reconnaître et d'instaurer des relations diplomatiques avec l'État de Palestine, tout en appuyant depuis 1969 la solution des deux États. Et nous l'avons fait parce qu'à nos yeux, il est clair que l'État et le peuple de Palestine, ces êtres humains, ont le droit à une reconnaissance pleine et entière, ont le droit d'être intégrés au sein de la communauté internationale et de bénéficier de son appui. La Charte des Nations Unies ne dit pas nous les peuples à l'exception de quiconque, de quelque région que ce soit. Par conséquent, à l'instar d'autres, nous félicitons l'État de Palestine qui occupe aujourd'hui sa place parmi les États membres des Nations Unies depuis le 10 septembre de cette année. Et que les choses soient claires, nous condamnons les actions du Hamas le 7 octobre, mais nous déplorons tout aussi vigoureusement la catastrophe humanitaire à Gaza qui est la résultante de l'emploi disproportionné de la force par Israël. Rien ne saurait le justifier. Et c'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui des traités qui régissent les règles de la guerre. Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous nous sommes engagés en faveur de ces règles. La solution des deux États, aussi hors de portée puisse-t-elle sembler aujourd'hui, est la seule réponse. Je l'ai déjà dit cette semaine. Nous avons mené dans l'histoire de l'humanité des batailles difficiles. Mais même si l'on ne pensait pas pouvoir l'emporter, nous avons réussi à le faire. L'esclavage a disparu. L'apartheid a disparu de l'Afrique du Sud. Ces batailles peuvent être remportées. Nous avons la résilience, la capacité, la créativité nécessaires pour le faire. De même, nous insistons pour dire que les assassinats en Ukraine doivent cesser. Le peuple ukrainien doit pouvoir vivre à l'intérieur des frontières internationalement reconnues de son État dans la paix, dans la liberté, libéré de la menace ou de l'emploi de la force. Cette situation a pompé trop d'oxygène dans le système financier international. Des pays qui devraient être bénéficiaires d'aide se voient dire qu'il leur faudra peut-être attendre parce que d'autres pays doivent être défendus du fait des guerres. Je le répète, nous devons nous engager à bâtir la paix, sincèrement. Monsieur le Président, ma propre région n'a pas été épargnée par le fléau de l'instabilité et de la violence. La région des Amériques ne sont pas aujourd'hui un théâtre de guerre. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, nous sommes témoins d'une augmentation sans précédent du nombre d'armes d'assaut, du calibre de ces armes, qui tombent entre les mains de criminels, qui sèment le chaos au sein de nos systèmes juridiques, de nos sociétés, en particulier dans les petits États insulaires en développement des Caraïbes et plus généralement en Afrique centrale et en Amérique centrale et en Amérique latine. Ce fléau est causé par les fabricants d'armes aux États-Unis, principalement. Et là aussi, nous avons besoin d'une réinitialisation. Le droit des individus à posséder des armes dans des pays qui ne sont pas impliqués dans un conflit militaire ne devrait pas ouvrir la porte à l'accès légitime à des armes d'assaut. Ce n'est pas acceptable. Les armes d'assaut n'ont pas leur place dans nos sociétés. J'en viens à présent
au sort du peuple d'Haïti, qui reste source de vives préoccupations pour nos pays des Caraïbes. La communauté mondiale a aujourd'hui l'occasion de procéder à une réinitialisation quant à la façon de gérer sa relation avec Haïti. Qui a suscité ces dernières décennies plus ou moins de préoccupations. Ce problème est récurrent parce que nous n'avons toujours pas réussi à le régler, parce que le peuple d'Haïti n'est toujours pas sur la voie d'un développement durable. Nous devons transformer notre nation sœur. Nous devons avant tout leur assurer la sécurité. Mais cette transformation doit venir de l'intérieur. Le gouvernement, le peuple d'Haïti ont besoin du plein appui de la communauté internationale. Pas uniquement à court terme, mais à long terme. Et ceci doit commencer par la prorogation du mandat de la force multinationale d'appui à la sécurité. Nous devons renforcer l'action des Nations Unies, déployer tous les outils de la coopération bilatérale, régionale, mondiale. Ne pas exclure les pays qui souhaitent participer à ces efforts pour diverses raisons. Nous devons faire en sorte que ceux qui le peuvent financent davantage ces efforts parce que nous savons qu'il faut de l'argent pour pouvoir déployer ces forces et ces forces de police pour rétablir le calme, pour que cette mère en Haïti, ce petit en Haïti puisse vivre au quotidien sans avoir peur d'être attaqué, tué ou de se voir refuser le droit de travailler simplement parce qu'ils ne peuvent pas se promener dans la rue. La communauté de la Caraïbe a travaillé d'arrache-pied cette année pour appuyer le plus vaste de nos États membres. Et au début de cette année, nous nous sommes réunis 3 à 4 fois par semaine pour parler d'Haïti, pour garantir la stabilité que nous vous demandons d'appuyer aujourd'hui. Nous saluons les efforts du groupe des personnes éminentes d'anciens premiers ministres de la CARICOM qui ont été en première ligne pour essayer de régler ce problème complexe, jour après jour, pour que l'on trouve un consensus politique autour d'Haïti. Haïti a été représenté ici par le ministre Conil et le président du Conseil de la Transition, une réalisation remarquable étant donné la situation qui était celle en Haïti en février de cette année. Laissons le pays avancer vers un avenir plus sûr. Nous ne pouvons pas ici parler d'Haïti sans remercier le Kenya, le président Ruto pour le rôle de chef de file remarquable qu'il a joué après bien des retards et dans le cadre de ce qui est aujourd'hui un précédent historique pour un pays africain. Ils ont fait en sorte qu'un pays d'Afrique prenne les commandes pour faire face à ces problèmes de sécurité, de paix, au-delà même de son continent. Voilà le type de réinitialisation dont nous avons besoin au sein de la communauté internationale. Monsieur le Président, on ne peut pas, malheureusement, venir s'adresser à l'Assemblée, alors que je me réjouis du jour où je n'aurai plus à le dire, sans demander de soulager le sort du peuple de Cuba. Il est inimaginable que se poursuive cette situation qui est une tâche sur la conscience internationale. Le peuple cubain reste confronté aux circonstances économiques les plus catastrophiques, conséquences directes de son exclusion, de son inscription sur la liste des pays qui parrainent le terrorisme. Cuba, en fait, avait vu un de ses avions détruit au-dessus de la Barbade. Et je puis vous dire que Cuba a toujours été un partenaire de premier plan. Ils ont toujours été là lorsqu'il le fallait. Nous envoyons des infirmiers, des infirmières, des médecins pendant la pandémie en fournissant d'autres travailleurs essentiels lorsque la communauté mondiale en avait besoin, lorsque les populations avaient besoin d'être libérées en Afrique du Sud, en Afrique australe. Le fait est que nous devons continuer d'exiger la levée de l'embargo. Nous ne cesserons de le condamner encore et encore, année après année, parce qu'il est injuste. Je prie pour le peuple de Cuba
pour qu'il se relève des dommages liés à l'ouragan Hélène, tout comme nous prions pour la Floride qui, dans les jours à venir, va devoir faire le bilan des dommages causés de cet ouragan de catégorie 4. Voilà la crise du climat dont nous parlons. La population au Nigeria continue de décompter les victimes suite aux inondations qui l'ont frappé. Nous avons du pain sur la planche. Dans notre région des Caraïbes, Beryl a décimé l'île de Carriacou de l'Union, a affecté la Grenade, Saint-Vincent, de manière assez générale, la Jamaïque et mon propre pays, et ses infrastructures côtières qui ont été considérablement touchées. 90% du secteur a été réduit à néant. Nous vivons une saison des superlatifs, inondations, sécheresses, ouragans, incendies, qui vont réduire à néant des vies humaines et les moyens de subsistance de bien des personnes. La crise du climat nous frappe, pour ainsi dire, chaque semaine, partout dans le monde. Les négationnistes de la crise du climat ont aussi besoin d'une réinitialisation pour qu'ils admettent l'absolue nécessité de poser une action collective à l'échelle de la communauté mondiale pour préserver nos modes de vie et notre planète. Monsieur le Président, au début de cette semaine, les cieux étaient bien sombres, beaucoup plus sombres, j'en suis convaincue. Mais aujourd'hui, une lueur d'espoir apparaît. Nous quittons New York en constatant que les nuages se dissipent, conscients que le soleil commence à percer dans certains domaines essentiels, pas partout, mais dans certains domaines. Nous offrons un nouvel espoir, que cette réinitialisation est non seulement possible, mais nécessaire dans les domaines clés de la réforme institutionnelle, de la réforme du système financier, dans la façon dont nous abordons le développement, mais avant tout et surtout, la réforme dans la façon dont nous percevons les uns les autres, dans la valeur que nous nous accordons les uns aux autres. Cet espoir découle du pacte pour l'avenir et des nombreuses déclarations que nous avons prononcées ici. Les termes employés par mes collègues ici nous montrent qu'il est urgent d'assurer cette réinitialisation. Même s'ils n'ont pas employé ce terme. C'est un peu comme si l'on comprenait tous, qu'on acceptait le défi à relever, surmonter ces grandes difficultés auxquelles se heurtent les peuples du monde. Nous devons reconnaître qu'un leadership stratégique et moral exige que l'on corrige les torts, que l'on préserve les peuples et la planète. Nous devons reconnaître cette réinitialisation, la première chose à faire. Mais nous avons aussi besoin éternellement d'être vigilants. Cette vigilance doit nous accompagner sur le chemin de la transformation des attitudes, des institutions. Nous n'y parviendrons pas du jour au lendemain, peut-être pas dans la décennie à venir, mais si nous n'opérons pas cette réinitialisation pour modifier cet héritage de siècles d'exploitation et de domination, nous ne serons jamais à la hauteur des besoins de nos populations en cette troisième décennie du XXIe siècle. Et pour conclure, je pense à une chanson qui vient de mon pays, une chanson d'Edward Heward, un calypsonien. Il y a près de 30 ans, en 1994, j'étais ici, jeune ministre de la Jeunesse. Il disait « J'entends une petite voix qui me parle, qui me dit que le chemin sera long, qui me dit que nous devons être forts, accueille la douleur, la lutte, parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. » Monsieur le Président, que cet nouvel espoir que nous avons fait advenir cette semaine sonne l'avènement d'un nouveau pacte pour les peuples et les pays du monde, pour ceux dont la voix, la présence ici n'est pas ressentie, n'est pas entendue. Ces pays, ces personnes sont bien trop souvent considérées comme de simples statistiques, privées de la dignité inhérente à l'être humain, un droit conféré par les Nations Unies. Je vous remercie, Monsieur le Président. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister, Minister for National Security. Je remercie la ministre de la Sécurité